Bienvenue, mesdames, messieurs. Très attendu au lendemain des inoubliables législatives du 28 avril dernier, le gouvernement 3 du régime du nouveau départ est finalement connu. Une équipe remaniée pratiquement au quart de l'effectif précédent, soit en tout 24 membres. On y note juste 3 départs, puis 6 entrées. Contrairement aux spéculations, aucune formation de l'opposition n'y figure, même pas les leaders de formation politique en soutien direct aux actions du chef de l'État. Troisièmement, gouvernement du régime Talon, un remaniement par défaut ou l'amorce d'une nouvelle ère de gouvernance. Avec nos invités du jour, nous essaierons de faire le tour de ces grandes préoccupations. Et c'est tout de suite et maintenant, déjà sur ce plateau. À ma droite, Nathanaël Kitty, politiste. Il est enseignant, chercheur à la FADEPS. Nathanaël Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, chers amis téléspectateurs, je vous remercie de m'avoir invité. Sachez-le, le plaisir est partagé. En face de vous, Marcel Zoumen. Il n'est plus à présenter. Journaliste analyste, il est l'assistant du directeur de publication du 13 en vue quotidien. La nouvelle tribune qu'on attend toujours en termes de retour dans les kiosques. Marcel Zoumenon, bonjour. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Merci de répondre une fois encore à l'invitation. Depuis le 5 septembre, mesdames, messieurs, les Béninois en savent un peu plus sur le troisième gouvernement du régime Talon. Une équipe, en somme, de 24 membres. Je me retourne d'abord vers vous, Marcel Zoumen. Voilà un peu l'ossature de façon ramassée. Alors, l'annonce est faite, et puis la réalité des chiffres, quelle est votre première réaction? Bon, moi j'ai été surpris de ce remaniement. Et surpris parce que pour ce que j'ai su, pour ce que je sais, pour tout ce que nous faisons depuis les années qui courent en tant qu'analyste des gouvernements, les critères d'analyse que nous mettons souvent sur la table, j'ai l'impression qu'il faut qu'on les renouvelle ou soit qu'on les adapte aux réalités du nouveau régime. Bon, souvent, quand nous avons le nouveau gouvernement, on cherche à savoir 2 ou 3 choses. La première des choses, est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce que le chef du gouvernement a fait un gouvernement pour faire une ouverture politique vers d'autres formations politiques? Et quand il le fait, c'est pour renforcer sa notoriété sur le terrain. On a constaté qu'il n'y a pas eu d'ouverture. En tout cas, le PND n'y figure pas, l'UDBN n'y figure pas, et tous les autres partis politiques satellites de la majorité présidentielle n'y figurent pas. Il n'y a pas eu non plus de leader politique influent. On le fait aussi pour, vous savez, au temps du général Mathieu Kékou, il faisait entrer des gens qu'on sait que si celui-là est là, c'est que le gouvernement maîtrise politiquement une région donnée. Quand vous regardez dans le lot des nouveaux venus, vous n'y trouvez pas. À la limite, on peut dire que M. Réromain, le ministre Hervé Réromain, peut être considéré comme un leader politique dans sa région, mais là aussi, il faut le dire avec beaucoup de réserve. Et quand d'autres paramètres que nous regardons aussi les profils. Est-ce que le gouvernement, dans un secteur donné, a besoin de renforcer ce secteur avec un profil technique? Et c'est vrai que sur l'entrée de Mme Méliono Yahi, maître de conférence, actuellement 3e vice-recteur, si je ne me trompe, on peut dire que... Voilà. Chargée de la coopération universitaire, on peut dire qu'elle se retrouve dans un milieu qui est le sien. Mais là aussi, il faut que nous puissions le dire avec beaucoup de réserve. Donc, parlant de technicité, vous voyez une gynéco qui se retrouve dans un ministère des Affaires sociales. C'est vrai que la frontière entre la gynécologie et les affaires sociales, les problèmes des femmes, c'est pas si loin que ça. Et nous voyons également que on a amené un autre gynécologue au ministère de la décentralisation, même si il me semble que ce monsieur avait été au même poste par ailleurs sous le président Yahi. Donc, en matière de technicité, si nous devons prendre les profils, on doit à redire sur les profils. En tout cas, c'est peut-être des profils techniques, mais qui ne se retrouvent pas trop dans leur marigot.
Et enfin, est-ce qu'il y a, avec ce remaniement, un projet de déstabiliser un parti, par exemple? Parce que, après tout, quand on forme un gouvernement, c'est pour des objectifs politiques. Est-ce qu'il y a un projet de déstabiliser un parti, par exemple? C'est vrai que j'ai dit que les FCB sont rentrés, il y a eu un communiqué qui est sorti, qui a démenti. Et la dame sur laquelle les gens se sont basés pour dire que les FCB sont rentrés dans le gouvernement, je l'ai côtoyé, pas de très proche, mais un peu. J'ai un ami qui l'a côtoyé. Je sais que même au moment où elle était ministre Yahi, elle n'était pas très engagée dans les trucs politiques. Et donc, si on l'a peut-être nommée, c'est beaucoup plus pour son profil technique. Et peut-être pour créer la confusion, elle s'appelle Yahi. Et j'ai lu les réseaux sociaux ce matin, j'ai compris qu'il y a une volonté de surfer sur ça pour créer la confusion. Elle s'appelle Yahi, elle est Yahi, tu savais. Et même si elle a peut-être des liens de parenté avec l'ancien président, ça doit être des liens un peu éloignés. Et enfin, peut-être la région d'où elle est originaire, elle est de l'ethnie Nango, même chose que Jean-Michel Abimbola. C'est la région qui s'est montrée un peu hostile avec les événements de Tchaourou et de Savé tout récemment. Est-ce qu'il y a une volonté de passer par des fils de cette région pour maîtriser cette région? Tout ça, là, c'est des points d'interrogation sur lesquels on aura à digérer. Donc, pour tirer ma conclusion de début de mission, je dirais que je ne sais vraiment pas quelles sont les motivations et les mobiles de ce remaniement. Ça ne répond pas aux critères objectifs que nous mettons souvent sur la table quand nous voulons analyser L'université nous dira encore un peu plus. Vu d'ensemble sur ce gouvernement, une adaptation aux normes auxquelles on est habitué jusqu'à présent en fonction de ce qui a été fait ou considéré que c'était une urgence qui a poussé à cette recomposition. Merci beaucoup. Moi, je pense que les critères journalistiques dont vous parliez tout à l'heure demeurent. Si l'on observe bien l'ossature de ce gouvernement. La première chose, c'est que nous sommes dans un régime présidentiel dont le chef de l'État, il est chef du gouvernement et il nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Quand on observe de 1991 à ce jour, on constate que parmi les événements majeurs qui viennent perturber un gouvernement, il y a les élections, surtout les élections législatives. Au lendemain des élections législatives, le chef de l'État forme un nouveau gouvernement pour renforcer sa majorité à l'Assemblée nationale ou bien pour rechercher une majorité à l'Assemblée nationale, étant donné que notre régime présidentiel est matiné de parlementarisme lorsque le chef de l'État n'a pas une majorité au Parlement, même s'il peut gouverner par ordonnance. Étant donné que nous avons deux partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale aux dernières élections, le chef de l'État avait déjà ce qui pouvait le contraindre à former un nouveau gouvernement. Parce qu'il a déjà une majorité à l'Assemblée nationale, donc c'était plus nécessaire de former ce nouveau gouvernement. Mais on a constaté que certains ministres ont démissionné très tôt du Parlement, ce qui donnait déjà des signaux qu'ils avaient l'assurance de rester au gouvernement. Et puis, le nouveau gouvernement est formé 5 mois après les élections. Nous sommes en septembre, les élections ont eu lieu en avril. Alors qu'on observe dans les années antérieures que déjà au lendemain de la formation du bureau de l'Assemblée nationale, le chef de l'État mettait en place un gouvernement.
Donc, aujourd'hui... Avant de poursuivre, lorsque on reste dans votre schéma, où le chef de l'État a sa majorité à l'Assemblée nationale, pour ainsi dire, pourquoi alors aller à la formation? Oui, il devrait aller à la formation du gouvernement parce que vous avez deux partis qui n'existaient pas, qui sont à l'Assemblée nationale avec de nouveaux leaders. Donc, pour s'assurer de la fidélité de cette députée à l'Assemblée nationale, il était important de former le gouvernement et que certains des leaders de ces partis se retrouvent dans cette structure politique importante qu'est ce gouvernement-là. Donc, vous regardez dans le gouvernement aujourd'hui, vous avez certains leaders connus des deux blocs qui sont représentés, que ce soit le bloc républicain ou l'Union progressiste. Vous avez les républicains, vous avez Abdoulaye Biotchane qui est au gouvernement. Vous avez Abimbola qui est au gouvernement. Vous prenez le bloc progressiste, vous avez le ministre Saka Lafia qui est au gouvernement et vous avez d'autres également qui sont au gouvernement. Donc, du point de vue politique, on se rend compte que le gouvernement est fortement politisé. Moi, j'ai fait ressorti les taux que je vais vous présenter. Vous avez par exemple, ce gouvernement est le gouvernement au taux de transhumance le plus élevé. Ce gouvernement? Oui, transhumance politique. Comment expliquez-vous? Je m'explique. Vous avez 10 anciens ministres ayant milité dans l'un des partis de l'opposition qui sont au gouvernement. C'est 41%. Le taux de transhumance dans ce gouvernement, c'est très élevé. Donc, quand vous comparez aux valeurs que le chef de l'État avait prônées pour être élu, c'est en contradiction avec ces valeurs-là. Non, mais ceux dont vous parlez avant d'évoluer, ils ont fait allégeance au pouvoir à certains moments. Oui, ils ont fait allégeance au pouvoir, mais il n'en demeure que dans un passé récent, ils étaient militants connus de ce parti politique. Okay. Et au-delà de ça, vous avez des ministres qui sont en conflit ouvert avec les acteurs de leur secteur. Avec les acteurs de leur secteur. Vous avez les trois ministres du secteur de l'éducation, par exemple, qui sont en conflit ouvert avec les acteurs. Et vous avez deux qui sont restés. Il y a un qui est parti. Ah bon. Les deux qui sont restés... le taux c'est 8%. 8% de ces ministres qui sont sortis, enseignement supérieur. Et quelle interprétation l'université fait-il justement du maintien de ces deux ministres en conflit ouvert avec les leurs? Oui, parce que peut-être ils ont réussi à sortir de ce conflit-là. Ils ont réussi à gagner la bataille, peut-être. Vous avez le ministre de l'enseignement supérieur qui est parti parce que le conflit demeure et ce ministre a eu toutes les difficultés possibles de s'en sortir. Et moi, j'ai ajouté le ministre du Commerce qui est parti parce que vous avez l'actualité liée à la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Mais il est vrai qu'il n'est pas le seul qui est concerné. Il y a le ministre des Finances, il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre des Affaires étrangères. Mais lui, il est parti parce que, entre autres raisons évoquées par le Nigeria, vous avez l'importation, ce sont des raisons commerciales. Vous avez l'importation et la réexportation d'un certain nombre de produits, même si le Bénin n'a pas interdit la réexportation. Permettez que je reviens sur cette question avec votre vis-à-vis. Oui, des autorités en conflit ouvert avec les administrés, on en connaît. Votre vis-à-vis a évoqué le cas des ministères très stratégiques en termes de développement, d'éducation, l'enseignement maternel, l'enseignement secondaire et puis le supérieur. Il se trouve qu'au niveau de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire, les portefeuilles ont été maintenus par les premiers occupants, disons. Le ministre de l'enseignement supérieur a perdu son fauteuil. Et quelle étude vous en faites? Bon, d'abord, il va dire que... mais je crois que si on devrait suivre un peu la manière dont ce ministre a géré son portefeuille de façon globale, elle n'a pas pu réussir. Elle n'a pas pu réussir parce que il y a beaucoup de crises qui sont
tangible dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et peut-être là aussi, sur le plan politique, elle n'a pas pu avoir un ancrage politique qui lui permet de renforcer son portefeuille. Donc, les deux éléments mis ensemble me permettent de dire que le chef d'État a peut-être choisi de la faire partie du gouvernement et de la remplacer par une autre personne qui peut-être a une plus grande maîtrise du secteur de l'enseignement supérieur parce qu'elle est au rectorat et puis en dehors de ça, il y a un gain politique à espérer de son côté. Donc moi je vois que c'est les deux raisons que je peux donner à ce départ. Par contre, pour les deux autres, et là je vais nuancer parce que je ne peux pas dire aussi que les deux autres ont réussi. C'est vrai que les conflits, il y a eu la dernière évaluation diagnostique avec ses hauts et ses bas. Moi, je ne prends pas cela comme une réussite d'un ministre de l'enseignement secondaire et l'autre aussi de l'enseignement primaire. Et donc, est-ce qu'a dit que le chef d'État a décidé de les maintenir pour continuer les réformes? Je n'ai pas trop d'explications rationnelles pour expliquer, pour prouver et pourquoi ils sont restés au gouvernement. Parce que quand je prends leur homologue de l'enseignement supérieur qui est parti, elle a eu des résultats en demi-teinte. Je vois aussi que les deux autres qui sont maintenus des résultats en demi-teinte. C'est pourquoi il dit, est-ce qu'il y a une autre explication qui peut être politique ou bien d'autres explications qui ne sont ni politiques, ni professionnelles, peut-être d'autres paramètres que ne maîtrisent pas. Ont été plus engagés que Atanassou. De tout temps, on n'a pratiquement pas vu Atanassou s'afficher pour dire politiquement, oui, on est BR, on est ceci. Par contre, les deux autres, on les a vus. Oui, tout à fait. Le maillot a foré les effigies de certaines formations qu'on connaît. Tout à fait, c'est ça que je viens de dire. Et il y a votre vis-à-vis qui a parlé du ministre du Commerce. Vraiment, aurait-il la malchance de vivre un événement? Oui, ça c'est une évidence que la crise entre la crise de la frontière, la fermeture de la frontière, a eu raison de lui. Mais même s'il n'y avait pas cela, moi je crois qu'il devait partir. Ah bon? Parce que non seulement le loi n'était pas visible sur le plan de la gestion de son ministère, mais il était devenu orphelin politiquement. Vous savez, voilà un métier qui aurait été coopté par le PRD pour entrer dans le gouvernement. Et à la veille des élections législatives, avec les brouilles entre le PRD et le gouvernement, il a fait une déclaration teintée de ruse pour dire qu'il se désolidarise du PRD. Et donc, quand il s'est désolidarisé du PRD, on ne l'a pas vu très actif sur le terrain aux côtés des deux blocs lors des législatives. Et donc, il était devenu orphelin politiquement, il n'avait plus de parrain. Pour être honnête avec vous, il n'avait plus de parrain. Et sur le plan technique, en matière d'apport pour son portefeuille, il n'était pas visible. Donc, ces deux raisons, bon, pour moi, en tout cas, moi, il savait que lui devait partir depuis avant que la crise du Nigeria ne vienne. Donc, ça n'a été que comme un bouée de sauvetage pour le gouvernement. Tout à fait. Le coup de boutoir pour lui et s'en aller. Oui. C'est parce que nos cadres n'ont pas le goût de la démission. Sinon, il ne devait plus être dans ce gouvernement. Il ne s'y retrouvait plus. L'université était dans certaines démonstrations. Oui, pour continuer avec les démonstrations, il faut observer que c'est un gouvernement de continuité aussi. Parce que vous avez le taux de maintien qui est de 80% et le taux de renouvellement qui est de 20%. Donc c'est faible. Aussi, c'est un gouvernement dans lequel le taux de renouvellement de génération politique est faible. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, 19 ministres qui sont restés. Vous avez 10 anciens ministres de Kérékou et de Boniaï. Donc c'est 41%. C'est faible. Vous avez le taux de femmes, 20%. C'est un gouvernement misogyne. Si vous vous rappelez, en 2018, il y avait eu une tentative de révision de la Constitution pour instituer la parité
hommes et femmes. Donc si le gouvernement devrait rester dans cette logique, on devrait avoir un nombre de femmes plus élevé. Mais on a eu un de plus. Même si on a eu un de plus, c'est faible. C'est très faible. Le taux de politisation, 80% aussi. 80% parce que vous avez 19 qui sont restés. Et lorsque vous observez, vous constatez que il y a à peine 5 universitaires et chercheurs chevronnés qui sont dans le gouvernement. Le reste, ce sont des hommes politiques. Donc le taux de politisation est très élevé. Et vous avez là 7 députés qui ont laissé leur siège au Parlement pour siéger au gouvernement. Vous constatez, non, attendez, il y a aussi 2 éléments que je veux souligner. Il y a aussi le remerciement pour services rendus. Vous avez le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, qui ont été les 2 ministres soupçonnés d'avoir géré la crise électorale ayant conduit à des tueries massives au Bénin. Donc, en principe, s'ils devraient être désavoués par le chef de l'État, ils devraient sortir du gouvernement. Donc, ils sont restés au gouvernement. Mais le gouvernement a un taux d'obésité acceptable. Qu'est-ce que ça signifie, taux d'obésité? C'est-à-dire, on calcule le ratio entre le nombre de ministres et la population. On voit qu'il y a un ministre pour 460 000 habitants au Bénin. C'est un taux d'obésité acceptable en Afrique, mais qui est déjà élevé par rapport au Kenya, à l'Afrique du Sud. Vous avez un ministre pour 2 millions d'habitants, et par rapport à la France et aux États-Unis, vous avez un ministre pour entre 5 et 10 millions d'habitants. Présenté par l'universitaire, je ne vous interromps pas, mais il est important qu'on revienne graduellement sur certains éléments. La forte politisation, dit votre vis-à-vis de ce gouvernement. Vous avez une réaction avant qu'on évoque quelques cas typiques? Oui, j'ai une relation. À ce niveau, vous n'avez pas donné de chiffres, mais je... 80%. Oui, bon, je sais que ça fait 21 parce que j'ai fait un peu le calcul. Ça fait 11 pour l'UP et 10 pour le bloc républicain et ça fait 21 sur 24. Je crois que ça doit être sur le chemin. Donc, c'est effectivement un gouvernement très politisé. Et donc, sur ce point, je suis d'accord avec... Mais comment expliquez-vous que le gouvernement, qui, c'est vrai, le chef aussi l'a dit, en termes de fidélité, d'apport, de soutien, manifestement, ça sautait à l'œil que ces 2 formations, en l'onction totale du chef, certains disent qui sont la création, l'émanation même de la volonté du chef, ce qui n'est pas forcément épousé par ceux qui sont membres de ces formations. Mais comment expliquez-vous le fait que les formations ayant dit accompagner le chef de tout temps n'ont pu avoir aucun élément aussi de cette formation, ce renouvellement? D'abord, je voulais rebondir sur quelque chose qui m'est venu en tête sur le remerciement. Moi, en dehors des noms cités, je voudrais ajouter 2 ou 3 noms que je prends également comme des remerciements. Le cas du Hervé Réhomin, je dis que voilà quelqu'un qui est revenu de sanctions. C'est un ministre revenu de sanctions parce qu'il n'avait pas compris que l'un des principes forts de ce régime, c'est qu'on ne dit pas certaines choses publiquement. Il a commis une erreur de parole, il a été sanctionné cash. Et on l'a mis peut-être au garage pendant un temps et on l'a fait revenir pour dire bon, maintenant, tu as fini de purger ta sanction, tu peux revenir à ton poste. Mais à ce niveau aussi, il faut remarquer que Hervé Réhomin provient d'une circonscription électorale, la 24e, qui a, lors des dernières élections législatives, a donné le plus fort taux de participation aux élections. Ça tournait autour de 70%. 50%. Bon, 50%. Ah, autour de 50%. 50%, ok. Ouais. Donc, moi, je crois que l'amener dans notre gouvernement, c'est aussi un remerciement parce qu'il y a un travail qui a été fait par les proches du chef d'État dans cette circonscription électorale. Et l'autre chose, comme je l'ai dit, c'est un retour de sanctions. Il y a aussi le cas du ministre Alain Orunla, qui est très proche de vous ici, que j'ai vu plusieurs fois ici,
que je prends sa nomination pour un remerciement parce que on sait le rôle qu'il a joué dans le procès de Madrid sur le dossier de Komi Koutié où, dans un premier temps, il était dans la poursuite d'avocat et après s'est retourné contre son client et a servi les intérêts du gouvernement. Moi, je pense là où le plus grand remerciement pour moi dans ce gouvernement, c'est celui de Maître Alain Orunla. Ben, revenons maintenant à votre question qui avait trait... Aux informations politiques qui vous fait allégeance au chef de l'État et qui oui. ont vertement signifié... Oui, M. Kitty a dit la raison. J'ai une majorité de 100% à l'Assemblée, avec 2 partis. Bon. Qu'est-ce que ça m'écoute encore de faire entrer des partis comme le PRD, des partis comme l'UDBN qui se disent de la majorité présidentielle? C'est utile. Qui n'ont aucun député. Ils n'ont rien à apporter. Qui, pour le moment, n'apportent rien. Les choses là. Bon, si je dois faire quelque chose pour calmer la tension, j'irai chercher du côté de l'opposition et non de ces partis de la mouvance. Et donc, c'est ça, je trouve qu'il y a une logique que le chef d'État a voulu respecter là. S'il devait avoir des gens, autres que ceux des 2 blocs qui devaient entrer, c'est ceux de l'opposition. Malheureusement, il y a une tentative qui n'a pas, à ce que je vois, n'a pas marché. Parce que je continue de dire que Eleonore Yahi n'est pas envoyé par les FCBE, leur communiqué a été vraiment clair sur le sujet. Mais sur ce point, il y a un élément qu'il faut ajouter. Le chef de l'État est machiavélien. C'est-à-dire qu'il utilise la politique du bâton et de la carotte. En ce qui concerne le cas Romain que vous avez évoqué tout à l'heure. En principe, lorsque dans des circonstances où il était parti, un ministre devrait dire les raisons. Mais en son temps, rien n'a été dit. Il a été récupéré. C'est la gouvernementalité du ventre amène les chefs d'État à recaser ceux qui sortent du gouvernement pour qu'ils ne deviennent pas des opposants du jour au lendemain. Maintenant, il est revenu au gouvernement. On peut se poser beaucoup de questions à ce niveau-là, mais étant donné que rien n'avait été dit, et c'était des supputations, il est difficile d'avancer une raison. Maintenant, en ce qui concerne Madame Eleonore Ladékan Yahi, professeur à l'université, 3e vice-recteur, on peut voir un peu de ruse au niveau du gouvernement, c'est-à-dire créer de confusion et de troubles dans les esprits en utilisant ce nom-là pour faire croire que entre le chef de l'État et Boni Yahi, c'est la politique de je t'aime et moi non plus. Mais quand on jette un regard dans le passé, on constate que les anciens chefs d'État aussi avaient eu à utiliser ces stratégies. Vous prenez le ministre Ganiou Soglo, qui avait été nommé ministre par le président Boni Yahi, quand bien même que ses parents étaient dans l'opposition. Vous avez aussi les frères Mbedi, au moment où Yahi Boni était fortement contesté par l'opposition en 2011, il a récupéré rapidement le jeune frère pour le nommer haut commissaire à la solidarité nationale. Il y a aussi un autre élément sur lequel vous étiez revenu, mais qui est important. Il parlait tout à l'heure de la zone colline-plateau, la zone Nago-Yoruba. Vous avez 3 ministres dans le plateau, Abimbola Orunla, et le ministre de l'enseignement primaire. Et puis, lorsque vous allez dans les collines, en attendant d'avoir une idée claire, on a au moins... Orunla qui est de Dassa. Non, c'est du plateau. Vous avez... Orunla est de Dassa. Non, j'ai appris que c'est du plateau de Pobin. Maintenant, vous avez Madame Yahi. Donc, vous avez... Il a un lien de parenté à Dassa. Ah, ok. Vous avez 20%. 20% des membres du gouvernement qui sont de l'aire culturelle et Nago Yoruba, qui est aussi l'aire culturelle de l'un des grands leaders de l'opposition, Boni Yahi. Donc, c'est important de le souligner. Qu'est-ce qui est recherché? Est-ce que c'est la maîtrise de ces régions qui reste
la région contestataire et fidèle à Boni Yayi. Et n'oubliez pas que le dernier cercle de MADEP n'a pas participé aux élections aussi. Et qui dit MADEP, dit le plateau. Donc c'est un élément très important. Les jours à venir vont nous permettre de savoir si le chef de l'État a pu atteindre son objectif en allant piocher autant de cadres dans cette ère culturelle. Ah oui, la politique... Ouais. Je voudrais ajouter quelque chose sur lequel M. Kiti est revenu. Et j'ai noté, vous avez parlé de 10 anciens ministres. Je voudrais parler du cas des anciens ministres de Yayi. J'en ai noté 7. Allez-y. Et 7, ça fait 30%. C'est 9. 9. Autant. Et si vous ajoutez Biotiane, ça fait 10. 10 parce que vous allez maintenant vers la présidence et vous allez trouver le ministre d'État. Qui n'est pas dans le gouvernement, qui est secrétaire. Ah, mais il est nommé par un décret. Et donc, il a le statut de ministre. Et donc, j'ai fini par comprendre que la rupture n'est que du changement recyclé. Parce que je n'arrive pas à comprendre que malgré qu'on fasse tout pour montrer que au temps du président Yayi, les choses n'ont pas été bien faites, mais il y a quand même des éléments de ce système qui sont revenus et on a noté que ce pourcentage est quand même très élevé. Et donc, j'aboutis à la conclusion que la rupture n'est que du changement recyclé. Oui, il y a aussi un élément qu'il faut souligner là, sur cet élément, c'est qu'il fait du nouveau avec du vieux. Et ça démontre l'incapacité du régime à offrir aux populations une nouvelle génération de gouvernants. Donc, le chef d'État va toujours puiser dans la grande majorité des anciens qui ont des difficultés à se repositionner pour offrir une nouvelle physionomie à son gouvernement, alors que dans la réalité, ce sont les mêmes qui continuent de gouverner. Alors, j'allais chercher dans du vieux pour faire du neuf. Quel peut en être le gain pour un chef qui a bien envie d'aller de l'avant? Bon, je peux dire que peut-être il cherche de l'expérience, mais je ne crois pas que ça soit cela la raison, parce que on peut trouver en dehors de ces personnages, de ces personnalités politiques, d'autres têtes, d'autres valeurs, d'autres cadres qui peuvent bien jouer les rôles, qui peuvent bien assumer les rôles de ministre. Mais il faut noter que le régime actuel, le régime du président Patrice Talon, en dehors de tout ce qu'on peut dire, votre envergure politique, votre technicité, il y a autre chose sur laquelle le régime met l'accent, c'est la fidélité au système. Vous savez que quand vous voyez le chef d'État tel qu'il fonctionne, qui ne déplace pas vite les pions, et quand vous voyez un chef qui ne dépasse pas si vite ses pions, et il laisse les gens longtemps en pause, c'est qu'il a un souci de renforcer son système, de bétonner son système, avec des gens fidèles, avec des gens qui peuvent bomber les torses et pour affronter toute chose là venant de l'extérieur. Et donc, en voulant créer un système aussi compact et un système aussi solide, il est obligé de faire revenir des gens qui sont dehors, mais qui, à travers les actes, je prends par exemple le cas de Abimbola, qui a tout défendu ici, même les plus grosses aberrations du monde, il les a défendues pendant la période des élections. Et donc, moi, je ne suis pas surpris de son retour. Donc, c'est des gens du système qui défendent le système, qui sont prêts à mourir pour le système. Donc, ces gens de monsieur, on est obligé de leur faire appel pour renforcer un système qu'on est en train d'installer, un système peut-être qui est parti pour durer. C'est comme ça que moi je vois la chose. Mais ils ne défendent pas de bonnes valeurs. Oui, c'est ça que je dis. J'ai dit qu'ils défendent les plus grosses absurdités. Ils ne défendent pas les bonnes valeurs. Quand vous prenez le cas de Orunla, par exemple, on l'a vu récemment, nous avions fait des débats ici où ils défendaient les opposants. Oui. Maintenant, du jour au lendemain, il s'est transformé en mouvancier. Donc, ce n'est pas une bonne valeur pour la jeune génération. C'est vrai, sur le plateau, ici, il a eu à dire que seuls les imbéciles ne changent pas. Mais moi, je préfère rester imbécile en ce qui concerne la défense des valeurs
que d'aller se prostituer si on sait que dans la réalité, les valeurs démocratiques aujourd'hui sont foulées au pied au Bénin. Maintenant, dans ce que vous avez dit, il y a 3 éléments qui créditent le gouvernement. Il y a l'expérience. Et lorsqu'on regarde, on voit qu'il y a vraiment l'expérience politique. Il y a aussi la technicité. Et on voit qu'il y a de bons techniciens qui sont au gouvernement. Vous avez le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre d'État, le ministre du Plan, vous avez le ministre de la Santé, ainsi de suite. Et vous avez aussi l'autre élément, c'est le rajeunissement. C'est-à-dire rajeunissement en termes d'âge. Dans le gouvernement, vous avez des jeunes de 30 et 40 ans, 40 à 45 ans, qui sont au-delà même. Vous avez les deux femmes. Les deux femmes qui viennent d'entrer là, qui sont très jeunes. Vous avez les anciens aussi, Dambi, ministre de la Jeunesse et autres. Ce sont les aspects positifs en ce qui concerne ce gouvernement. Alors, il y a aussi un clin d'œil à la femme parce que il faut le reconnaître. Non, c'est le 20%. Pourcentage, c'est 20%. C'est faible. C'est misogyne par rapport aux valeurs qui sont défendues. Non, par rapport à l'ancien gouvernement, il y a une évolution. Il y a une évolution, mais il faut regarder les valeurs que le chef de l'État défend. Quelles sont les valeurs qu'il défend par rapport aux actes qui ont été posés par le passé? Maintenant, est-ce que par rapport à ces valeurs-là, le gouvernement est en accord? Non. Non, 20%. Ailleurs, maintenant, c'est la parité. Nombre de femmes, nombre d'hommes. Quel reste le grand gain de cette formation de ce gouvernement, le 3e, pour la société béninoise, elle qui est confrontée à toutes sortes de défis aujourd'hui? Marcel Zmenou, je commence par vous. Et défi pour les populations ou bien pour le gouvernement? Bon, moi, non, le gouvernement, c'est pour la population. Alors, quel est le grand gain pour la population béninoise à travers la formation de ce gouvernement? Bon, je ne sais pas quel gain vous recherchez au niveau de la population. Moi, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, ce que les populations souhaitent, c'est de vivre mieux. Aujourd'hui, il y a le problème de la frontière. Il faut qu'on règle le problème pour que les gens puissent acheter du carburant à des prix beaucoup plus bas. Les nôtres qui produisent des produits locaux et qui avaient l'habitude d'exporter vers le Nigeria, je connais beaucoup de gens qui envoyaient des légumes du côté du Nigeria et qui ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Il y a d'autres qui envoient des produits comme le gari, des trucs comme ça, et qui vivaient de ça. Donc, il faut que ce gouvernement puisse travailler à vite trouver des solutions à ce problème en le faisant de commun accord avec les autorités du Nigeria. Ça, je crois que c'est le premier défi pour ce gouvernement, en tout cas pour les populations, ce qu'il peut avoir. Deuxième chose, c'est de rassurer les Béninois sur le plan de l'amélioration de leurs conditions de vie. Et on a entendu sur ce plateau, que les banques sont de plus en plus réticentes à accorder des prêts aux travailleurs. Ça, c'est un problème. Nous sommes à quelques jours de la rentrée. Pour des parents d'élèves comme nous autres, c'est très préoccupant. Et il faut travailler pour assouplir les conditions de vie et de travail pour les populations et pour les travailleurs. Je crois que ça doit être les défis pour les populations. Quand on voit un gouvernement comme ça, on a vu qu'il y a le poste de ministère de la famille, des affaires sociales qui est maintenu, c'est un bon signe. Mais en dehors du poste, il faut que ceux qui occupent le portefeuille puissent travailler effectivement pour que les conditions de vie des femmes et des populations, surtout les populations vulnérables, soient atteintes, soient réglées. Il y a les problèmes de l'éducation qui sont restés là. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du secteur de l'éducation. Il faut que les 3 ministres puissent réellement rassurer les populations. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les instituteurs qui ne savent, il y a des gens qui sont enseignants aujourd'hui qui ne savent pas si dans une semaine, ils vont repartir à leur boulot. C'est un problème. Je crois que le gouvernement doit penser à ces choses. Bon, en dehors de ça, il y a plein de défis. Il y a les jeunes qui veulent du boulot. Il y a des ministères qui sont créés pour entrepreneuriat, jeunesse et des sports. Je pense que l'entrepreneuriat là n'est pas visible. Visible, c'est caché dans le ministère de... Pas visible, en matière de gains,
le plus grand qu'on espérait, c'était la pacification. C'est-à-dire que nous avons un Parlement qui manque de légitimité. Ce qu'on pouvait espérer, c'était un gouvernement d'union nationale où vous avez l'opposition à l'intérieur, ce qui va permettre de valider les projets de loi qui vont sortir du gouvernement avant de se retrouver au Parlement pour être adoptés. Donc, le fait que l'opposition se soit représentée au gouvernement va permettre de donner de légitimité à ces projets de loi si l'on sait que les parlementaires votent plus de lois venant du gouvernement qu'ils ont initié. Et il y avait l'ancien Premier ministre Zissou qui avait fait une proposition dans ce sens-là. Donc, ce qu'on n'a pas, cela veut dire que sur ce terrain politique, la crise demeure. Peut-être, on peut constater que en sortant le ministre de l'Enseignement supérieur et en faisant entrer l'un des vice-recteurs qui est dans la maison, qui connaît les problèmes de la maison, les problèmes actuels. Quelqu'un de la maison. Oui, était quelqu'un de la maison, mais n'était pas au commandement. Voilà, celle-ci était au commandement parce qu'elle n'est plus vice-recteur, elle est devenue ministre maintenant. Donc, elle connaît les problèmes de la maison. Donc, on peut espérer qu'elle pourra travailler pour un dénouement. Encore que la question se pose de savoir si ce que l'autre faisait n'était pas crédité par le gouvernement. Avec le temps, on va le savoir. Maintenant, il y a le commerce. Il y a le commerce. On a changé le ministre. On a changé le ministre du commerce. Vous avez une jeune dame qui est devenue ministre du commerce. Il a abordé les problèmes qui se posent avec le Nigeria. Donc, on va espérer qu'elle sera active, mais ce problème est complexe. Ce n'est pas seulement au niveau du ministère du Commerce. Le ministère du Commerce a un grand rôle à jouer en ce qui concerne les réexportations, mais c'est un problème qui touche le chef de l'État lui-même directement et les autres ministres, à savoir le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances et puis le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est un problème qui est beaucoup plus dans les mains du chef de l'État qu'un ministre pourra résoudre. Donc, c'est en urgence. À ce qui concerne les défis, bon, moi, je n'espère pas grand-chose. Hein. Vous n'espérez pas grand-chose? Je n'espère pas grand-chose. Au contraire, je constate que le chef de l'État est dans la même logique, c'est-à-dire qu'il respecte sa ligne politique tracée. Donc, dans cette conception du pouvoir et de la gestion de la chose publique, il serait difficile d'espérer une évolution positive en ce qui concerne tout ce que nous dénonçons touchant la crise politique. Sur ce plan, moi, je n'espère rien pour le moment. Mais sur les autres plans, à savoir que ceux qui sont nommés doivent rechercher un résultat à leur profit qui va leur permettre au moment où ils vont sortir d'être auréolés. Sur ce plan-là, je pense que chacun des ministres, chaque personnel et gouvernemental. Personnel et gouvernemental, mais la nation, oui, encore la nation, je posais exprès la question, une grande attente de tout un peuple, ça reste effectivement la pacification du Bénin. Alors, Marcel Zoumeno, ce gouvernement sonne-t-il le glas des prétendues négociations en cours? On tourne la page et on évolue? Non, le chef d'État a dit ouvertement qu'il ne reconnaît pas qu'il y a crise. Donc la formation de ce gouvernement ne répond pas à une volonté d'ouvrir ou bien de discuter, de faire. Il n'y a pas, il n'aura pas. En tout cas, si on s'en tient à la logique du chef d'État, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de discussion avec les partis politiques, il n'y aura rien. Ah bon? Donc la situation aujourd'hui, tout au moins, il n'y a pas de beau bas quelque part dans le pays. Donc, le gouvernement s'en tient à cela. Nous sommes en paix. Si vous devez une paix artificielle. Et donc, on s'en tient à ça et on fait le gouvernement et on continue. Si je devais conclure, c'est de dire au chef d'État de revenir aux valeurs fondamentales de la démocratie. Et pour moi, revenir aux valeurs fondamentales de la démocratie, c'est d'accepter tout au moins
que les griefs que l'on porte aujourd'hui contre le régime, que toutes les forces politiques du pays puissent s'asseoir pour en discuter. Et moi, je continue de dire, c'est peut-être mon opinion, ça n'engage que moi, qu'on ne peut pas avoir une paix durable et une paix pérenne avec une telle assemblée. Je continue de dire que l'une des clés, la clé la plus importante pour revenir à la paix, à la concorde qu'on avait avant les élections, c'est d'annuler ces élections. Je fais partie des rares Béninois qui continuent de le dire, mais quand j'ai fait tout le point, je suis arrivé à un niveau où je dis cette assemblée, l'installation de cette assemblée et la continuité de ces actions sont des éléments préjudiciables à la paix, à l'unité nationale. Paix, unité nationale, on le souhaite toujours pour le Bénin. Vivement que le Bénin arrive à trouver la formule. Nathaniel Kiti, pour conclure l'émission. Pour conclure, moi, je dirais que c'est un gouvernement qui ne permet pas de sortir de cette crise politique. Étant donné que le ministre de l'Intérieur, qui doit délivrer les certificats de conformité, le même, il est resté là. Ainsi de suite. Donc, la clé de sortie de crise demeure dans les mains du chef de l'État. Donc, c'est à lui d'ouvrir pour que nous puissions sortir de cette crise. Merci Nathaniel Kiti, chers téléspectateurs, merci à vous. Marcel Zoumenou aussi pour la contribution 100% Bénin pour le numéro du jour, mesdames, messieurs, merci. Demain reste quand même un autre jour. Il faut toujours garder l'espoir en dépit de tout. Je vous sens pas sur cette citation de l'ancien président sud-africain. A raison, on pense beaucoup à lui ces temps-ci. Travaillons, dit-il, ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l'espoir là où règne le désespoir. Un mal dont souffre l'Afrique en général. Que chaque Africain, et les leaders en particulier, pensent à ces fondamentaux qui feront de l'Afrique un grand continent pour demain. À très bientôt.